À l'automne 1988, le fort de la Conchée était mis en vente. Aux yeux de tous les Malouins, ce vieux fort isolé au loin sur l'horizon, à 2 bons milles du port, n'était plus qu'un amas de ruines depuis les bombardements de l'été 1944 qui avaient entièrement détruit la cité intramuros. Abandonné aux oiseaux de mer qui nichaient dans les décombres des logis de la terrasse, le fort n'était plus que le lieu de réunion de jeunes qui, par mer calme, venaient danser autour de feux alimentés par les dernières poutres. Alain Rondeau, journaliste, rédacteur en chef de la revue Bateau, venu en reportage dans la baie de Saint-Malo, visita par curiosité le vieux fort et décida, en dépit de sa désolation, de tenter un début de restauration afin de ne pas laisser à l'abandon ce monument historique conçu par l'illustre Vauban que le mauvais temps, année après année, détruirait irrémédiablement. Une société civile immobilière fut alors constituée par l'apport financier de 21 associés. Avec ces mêmes associés, il créa ensuite une association, la Compagnie du Fort de la Conchée, qui, peu après, commença la restauration. En 1990, le mur des 6 logis, le long de la terrasse, fut reconstruit sur toute sa longueur jusqu'au niveau inférieur du futur chéneau, canalisant les eaux de pluie en utilisant les pierres taillées retrouvées dans les décombres. Les plans, conservés aux archives de la Défense au château de Vincennes, permettaient de situer très exactement la position des fenêtres et les traces au sol des portes, confirmant ainsi l'exactitude des plans. Mais toute la terrasse restait un amoncellement de pierres. Ces premiers travaux montrèrent l'impérieuse nécessité de pouvoir débarquer le plus aisément possible sur le fort les maçons comme les matériaux. En 1991, un ingénieur de l'Observatoire de Meudon dessina les plans d'une passerelle métallique longue de 25 mètres qui serait installée sur 3 pylônes scellés dans les roches de la pointe sud du fort. Un ponton coulissant sur la rampe devait faciliter les débarquements à toute heure de marée par mer pas trop agitée. En 1993, les 3 lourds pylônes cylindriques de la rampe furent boulonnés dans la roche, ainsi que les pieds de fixation de la plateforme. La demi-partie supérieure de la rampe fut transportée comme un radeau sur une vingtaine de bidons de 200 litres et raccordée à la plateforme de 3 mètres par 3 mètres, installée en haut de la rampe. En 1995, la seconde partie de la passerelle fut installée au bas de la rampe, non sans quelques difficultés, pour assurer un parfait alignement du chemin de roulement de la plateforme. Elle coulissait et flottait grâce à 3 bidons de 200 litres, facilitant ainsi l'accostage à toute heure de marée. Mais, rapidement, les mouvements incessants provoqués par la moindre petite houle usaient les roulements en dépit des amortisseurs en bloc élastique. À ce grave défaut s'ajoutait une erreur de calcul dans la hauteur de la marée en vives eaux, où la plateforme restait partiellement immergée. Cette plateforme coulissante était finalement une fausse bonne idée, mais l'escalier latéral restait aisément utilisable et allait permettre pendant plusieurs années les débarquements des maçons et du matériel, même aux plus basses mers. En 1996, la construction du premier logis reprit sur les premiers murs avec l'élévation du pignon et l'installation des chenaux en pierre pour l'écoulement des eaux de pluie canalisées dans l'intérieur du logis jusqu'à la gigantesque citerne. D'un volume de 240 mètres cubes, elle occupe tout le sous-sol du logis. Pour la première fois, un transport par hélicoptère fut organisé pour transporter sur le fort les éléments de la charpente
amenée par camion jusqu'à la pointe de la Varde. La grosse poutre maîtresse, pesant plus de 900 kg, représentait la charge limite pour l'hélicoptère qui dut retourner s'alléger à l'aérodrome voisin de Pleurtuis en vidant partiellement ses réservoirs. La poutre fut déposée directement dans sa position définitive. Les fermes et les poutres transversales suivront quelques heures plus tard le même chemin, de sorte qu'à la fin de la journée, toute la nouvelle charpente était mise en place, avec la seule intervention de 2 charpentiers qui enfonçaient les longues chevilles d'acacia. C'est là que l'on se rend compte que l'utilisation d'un hélicoptère est finalement économique. Un transport par bateau exigerait une main-d'œuvre importante pour embarquer en plusieurs voyages les poutres, puis les hisser ensuite par une grue sur le haut du fort et enfin les mettre en place avec un échafaudage. La charpente mise en place sur les murs, reconstruite jusqu'au chenot, la couverture en ardoise demanda plus de 3 semaines de travail pour poser les épaisses ardoises en les clouant sur les lattes des voliges et les découper pour former les nous, les élégants arrondis autour de la fenêtre du toit et ajuster toutes les bordures. Il est intéressant de noter que pour donner une parfaite régularité dans l'alignement des ardoises sur les monuments historiques, la hauteur de chaque rangée augmente très légèrement à mesure qu'elle se rapproche de la faîtière vernissée comme celle d'origine. À l'automne 1998, le premier logis était enfin achevé. Il ne restait plus qu'à poser les portes-fenêtres à petits carreaux, la lucarne du toit et la lourde porte à triple battant qui laissait autrefois le passage au canon de 12 livres défendant la plateforme. En l'an 2000, le grand pignon, avec sa cheminée, fut reconstruit entre les logis 2 et 3 et recouvert par la charpente d'un toit d'ardoise à 2 simples pans. Un second grand pignon, doublé, là encore d'une large cheminée, fut élevé après les 2 premiers logis en 2002. Le mur intérieur bordait le large escalier venant des salles basses sous une belle voûte ayant échappé aux destructions des bombardements de 1944. Mais sa seconde volée ayant totalement disparu, un massif escalier de bois, copié sur un modèle de l'Hôtel des Invalides à Paris, permit par la suite d'accéder aux combles qui servaient à l'origine de réserve pour la paille, des couchages et aux vivres. Dès la pose d'un plancher, elles furent utilisées pour le logement des maçons. Les travaux de maçonnerie se poursuivirent par une reprise partielle du dallage de la terrasse qui n'avait pas trop souffert de l'impact des obus, tirés vraisemblablement plus à l'horizontale. En 2003, une nouvelle couverture, identique à celle du précédent logis, fut réalisée sans rencontrer aucune difficulté particulière sur le logis 3. En fin d'année, un long et beau toit d'ardoise, dominé par 2 belles cheminées de pierre, recouvrait les 2e et 3e logis. 2 pièces parfaitement identiques, avec chacune leur cheminée, qui servait de logis au commandant du fort et à 2 officiers. La reconstruction des 4e et 5e logis posait un sérieux problème. Si la hauteur du rempart permettait encore de poser la sablière de la charpente du 4e logis, l'énorme brèche dans le rempart descendait jusqu'au niveau des embrasures des salles basses. En d'autres lieux, la reconstruction du rempart aurait demandé simplement l'installation d'un grand échafaudage tubulaire prenant appui sur les roches jusqu'au pied du rempart, mais son exposition aux tempêtes d'ouest les plus violentes interdisait l'installation de cet échafaudage qui aurait été immanquablement démantelé dès les premières tempêtes. Il fallait installer l'échafaudage uniquement dans la partie haute du rempart, hors de portée des vagues, à la manière d'une passerelle de couvreur. L'entreprise de maçonnerie réussit à boulonner dans la partie encore saine de la muraille de larges équerres pour supporter la passerelle mobile qui,
au fur et à mesure des travaux, fut rehaussée jusqu'à atteindre le haut du fort. La manutention de pierre, dépassant parfois les 100 kilos, n'étant pas possible sur une passerelle aussi légère, une grosse poutre fut placée dans une embrasure et servit de support à un robuste palan à chaîne. Ce n'est qu'à la fin de 2008 que la grande brèche dans le rempart ouest sera définitivement refermée et permis de reconstruire les murs du 5e logis. La rénovation de toute la terrasse au nord du fort et du rempart la ceinturant mettait en lumière l'absence de l'ancienne échauguette, cette guérite de veille se dressant en bout du parapet. De cet ouvrage bien dessiné sur les plans de Vauban, il ne restait plus que le culot qui n'avait pas subi de dommages, les obus ayant uniquement entraîné à la mer le fût de la tourelle et sa coupole. 2 professeurs du lycée technique de Quintin se sont alors proposés de faire réaliser une nouvelle échauguette par leurs élèves apprentis dans la taille des pierres. L'échauguette fut achevée et mise en place durant l'été 2005. Cette même année fut consacrée à la réfection des parapets dont les couronnements avaient bien souffert des bombardements, ainsi qu'à la remise en état des plateformes de la terrasse construite vers 1870 pour l'installation de canons à tir rapide, mais qui ne furent jamais mis en service. Pour permettre un débarquement plus aisé sur le fort, il fut décidé, en 2006, d'installer une nouvelle passerelle exactement à l'emplacement de l'ancien escalier de pierre sur le flanc est, où il ne restait que quelques marches à mi-hauteur des rochers. Cette passerelle, d'une seule volée, longue de plus de 20 mètres, fut comme la rampe transportée sur des bidons de 200 litres et mise en position en profitant de la marée. Il fallait que la passerelle se place à basse mer, exactement dans la position prévue pour la fixation des pièces boulonnées dans la roche. Ce nouvel emplacement était effectivement le meilleur autour du fort, mais restait toutefois encore exposé aux vagues du fait de la destruction du boulevard. Le débarquement par forte mer restera néanmoins toujours difficile. En 2007, pierre après pierre, toute la brèche du rempart ouest fut refermée et permit de reconstruire la muraille du 5e logis. Sa séparation avec le 4e fut réduite de largeur pour créer une vaste salle dont la poutre maîtresse de la charpente présentait une impressionnante longueur. À son extrémité fut réhabilitée une grande cheminée à feu ouvert dont une partie de la sculpture avait été retrouvée dans les débris des pierres de la terrasse. L'achèvement du long toit des 5 logis va marquer la fin provisoire des travaux de couverture qui a nécessité l'emploi de plusieurs milliers d'ardoises. Le 6e et dernier logis restait impossible à reconstruire sans avoir entièrement restauré la pointe sud du fort, servant d'assise au mur de ce logis. La restauration du fort commençant à être sérieusement avancée, il apparaissait temps d'envisager des travaux dans l'intérieur des salles basses. De gros travaux n'étaient toutefois pas nécessaires, car le fort conçu par Vauban pour faire face aux tirs des mortiers de 200 livres des galiotes avait bien résisté aux tirs d'obus des canons américains de 1944. Les salles du premier niveau n'avaient souffert que des infiltrations d'eau provenant pendant 40 ans de la terrasse qui, en dissolvant la chaux, avait formé de grosses concrétions blanches au sol et des stalactites aux voûtes, donnant aux salles des allures de grottes marines. La célébrité du fort de la Conchée, tenant en grande partie à la beauté de ses salles de tir en voûte tore, c'est-à-dire dessinant une courbe très franche avec une stéréotomie dans la taille des pierres, remarquablement bien réussie par les maçons de Vauban.
En 2009, la société Total apporta son soutien au titre du mécénat d'entreprise pour la rénovation du patrimoine, la salle de tir au nord du fort, qui illustre très exactement ce modèle rare de voûte d'or, ainsi que la plus grande salle de tir du côté est, furent retenues pour bénéficier d'une restauration de toutes leurs parois de pierre en granit. Un sablage fin élimina les dépôts de chaux blanches et le rejointement entre les pierres fut repris au mortier romain, un mélange de chaux, de sable et de briques pilées qui a l'avantage de résister remarquablement mieux qu'un mortier classique à l'usure du temps. Plusieurs tailles de la salle nord, très exposées au mauvais temps par les meurtrières ouvertes pendant 40 ans, en témoignent. Le granit a été profondément érodé alors que les joints en mortier romain sont restés presque intacts. En 2010, les salles de tir étaient parfaitement restaurées, les dalles en belle pierre de chaussée, que les roulettes des canons, en tressautant sur les tirs, avaient par endroits endommagées, furent en partie déposées. Les salles basses ont ainsi retrouvé toute la beauté du siècle de Louis XIV. La restauration complète du rempart ouest jusqu'au niveau de la terrasse permit de reconstruire en 2011 le parapet percé d'une large embrasure qui englobe le 6e et dernier logis. Mais il n'était pas possible de poursuivre plus avant sa reconstruction avec un toit en croupe, car du fait de la destruction du rempart sud, la brèche descendait jusqu'au seuil de l'entrée du fort. Toutefois, le dallage de ce dernier logis put être remis en état. En 2013, une grue disposant d'une flèche longue de plus de 10 mètres est héliportée sur la terrasse du fort, non sans quelques problèmes, la flèche mobile étant tombée à la mer lors de son transport. Le chantier put reprendre un rythme plus rapide en facilitant la manutention des matériaux. Plusieurs rangées de pierres délimitèrent l'ouverture de la poterne et de la courbe du nouveau rempart qui commençait à masquer l'énorme brèche qui, depuis 50 ans, défigurait le fort. Les tirs de gros obus en août 1944 avaient pulvérisé toute la large plateforme en avant de la poterne, dont le rôle était de renforcer la défense de l'entrée du fort par 3 canons de 12 livres, mais également d'assurer une meilleure protection de l'escalier d'accès contre la houle. De cette avancée, dénommée le boulevard, il ne restait que quelques gros blocs de pierre visibles qu'à marée basse. En 1830, à la suite de plusieurs violentes tempêtes, l'ancien escalier avec son pont-levis avait été détruit au point d'interdire pendant plusieurs années l'accès au fort. Le directeur des fortifications de l'époque avait décidé de profiter de ces gros travaux pour remplacer les chauguettes dominant l'entrée par une bretèche, c'est-à-dire un débordement carré du haut du rempart permettant de déverser des pierres et de l'huile brûlante sur les ennemis qui tenteraient un débarquement. Un ouvrage massif, certes plus défensif qu'une échauguette, mais sans aucune élégance et sans rapport avec la silhouette du fort de l'époque de Louis XIV. Le fort ayant été jusque-là scrupuleusement restauré selon les plans de Vauban, la compagnie estimait que cette bretèche de 1830 devait être abandonnée au profit d'une échauguette semblable à celle construite sur le rempart au nord et qu'il fallait même reprendre la sculpture imaginée par Vauban au-dessus de la poterne. Une allégorie des armées du roi Louis XIV avec ses drapeaux, ses canons et des casques et armures à la romaine. Bien que les plans de restauration étaient déjà acceptés, la DRAC entérina ce retour au plan d'origine, mais sans reconstituer toutefois le pont-levis en haut de l'escalier. En 2014, après avoir reconstruit entièrement la courbe du rempart sud du fort,
La porte d'accès reçut ces moulures et fut surmontée de l'imposte montrant les deux L entrelacés de Louis XIV et de sa maîtresse Louise de la Vallière. Une plateforme en avant de la porte fut construite en haut d'un nouvel escalier constitué de larges marches taillées 2 par 2 dans un même bloc de granit afin de pouvoir résister aux plus violentes tempêtes. Il fallut faire venir une grue montée sur une barge de manière à pouvoir ajuster chaque marche. Une vingtaine furent ainsi mises en place entre le haut de la passerelle métallique et la plateforme de la poterne, redonnant au fort son imposant escalier d'accès. Le nouveau rempart débordant de plus de 4 mètres les pierres dégradées, il fallut en 2015 reconstituer une partie du couloir en avant de la grille d'entrée et pour respecter les plans de Vauban, une voûte en tonneau, c'est-à-dire à 4 pans, qui fut reconstruite à plus de 10 mètres de hauteur dans le couloir. Toutes les pierres taillées pour le rempart et les chauguettes dans la carrière près de Saint-Malo ont été transportées par hélicoptère en avril 2017. En mai, les maçons commencent alors la reconstruction de la partie haute du rempart sud en y incorporant les gros blocs de granit du culot de l'Échauguette, un ouvrage soigneusement taillé en des formes bien arrondies, à nouveau par les élèves du lycée technique de Quintin. Sur ce culot, qui s'élève sur plus de 2,50 m, le fût à 6 pans, percés chacun d'une étroite embrasure de l'Échauguette que vient coiffer une élégante coupole surmontée d'une fleur de lys. Côté ouest, le parapet rejoint le fût de l'Échauguette. Le majestueux trophée, sculpté en pierre de Caen, mis en place au-dessus de l'imposte, marque un tournant important pour les compagnons qui œuvrent depuis presque 30 ans pour redonner au fort toute sa beauté du XVIIe siècle. Il est impossible de conclure cet exposé sans citer l'illustre Vauban qui écrivait en 1695 : La Conchée sera ci-après la meilleure forteresse du royaume, la plus petite et la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à bâtir, car jamais ouvrage ne le fut tant. Il aura fallu 28 ans pour construire ce majestueux vaisseau de pierre avec les moyens de l'époque que nous ne pouvons ignorer.
il aura fallu 28 ans aux compagnons pour redonner vie à cette forteresse dont la restauration est estimée aujourd'hui à 80%. L'enthousiasme et la ténacité des compagnons est resté intact en dépit du départ de notre capitaine, en la personne d'Alain Rondeau, qui a sauvé ce navire qu'il admirait tant.